son travail en la matière. Je suis sûr qu'il trouvera les bonnes réponses. Ce mois-ci, les associations d'élus seront reçues. Je les recevrai personnellement et les consultations à la rentrée se poursuivront. Et je m'appuierai bien sûr sur les États généraux organisés par le Sénat en octobre. Vous savez, et vous le savez bien, en tant qu'élus, les citoyens et vos électeurs, de la majorité comme dans l'opposition, attendent de cette nouvelle étape de la décentralisation que l'État et les collectivités locales mènent une action plus lisible, plus efficace et moins coûteuse, en finissant avec les doublons administratifs. Et les collectivités locales sont prêtes, elles aussi, à prendre part à l'effort national de redressement des comptes publics, avec davantage d'autonomie, davantage de clarté dans les responsabilités, mais cela dans le cadre d'un pacte financier rénové et négocié. Mais, mesdames et messieurs les députés, justement, notre ambition, c'est de promouvoir une République rénovée et de moderniser nos institutions, afin de conforter notre démocratie, tout en garantissant la stabilité que permet le scrutin majoritaire. Une part de proportionnel sera introduite dans le mode de scrutin des législatives pour la prochaine législature. Le gouvernement proposera l'ouverture du droit de vote pour les élections municipales aux étrangers résidant en situation régulière depuis au moins 5 ans sur notre territoire. Je présenterai, après les consultations nécessaires, un projet de loi qui avait été oublié sur la précédente législature, sur la moralisation de la vie politique, pour prévenir efficacement les conflits d'intérêts et adapter les règles de financement des partis politiques. Et pour permettre aux parlementaires de se consacrer pleinement à leur mission, il sera mis fin, comme c'est déjà le cas pour les membres du gouvernement, au cumul entre un mandat parlementaire et l'exercice des fonctions exécutives locales, cela applicable en 2014. Avant la fin de l'année 2012, une loi relative à l'audiovisuel public permettra de restaurer les grands principes républicains. Quant aux modalités de désignation des présidents de l'audiovisuel public et la protection des sources des journalistes sera renforcée. Certaines de ces réformes, vous le savez, nécessiteront une révision de la Constitution. Mesdames, Messieurs les députés, je vous l'ai dit, et j'insiste à nouveau, certains services de l'État ont été considérablement affaiblis, avec un effet particulièrement désastreux dans la police et la gendarmerie, alors que les attentes des Français en matière de sécurité n'ont jamais été aussi fortes. La montée de la violence appelle une réponse ferme de la puissance publique. Ma préoccupation sera celle de l'efficacité. Les lois se sont ajoutées aux lois. Un activisme brouillon a prévalu depuis une dizaine d'années. Les opérations coup de poing se sont succédé, mais vous le savez, sans grand effet. Et sur les questions de justice et de sécurité, nous devons regagner en sérénité pour retrouver le chemin de l'efficacité et de la confiance. Efficacité retrouvée de la politique pénale tout d'abord. Avec des prisons surpeuplées, la réinsertion devient impossible et la récidive plus fréquente. Avec 85 000 peines d'emprisonnement prononcées mais non exécutées, il faut bien l'admettre, cette politique pénale est un échec. Chaque infraction à la loi appelle une sanction, y compris pour les mineurs. Mais cette peine doit être juste, adaptée et proportionnée pour être efficace. J'entends ouvrir le chantier ambitieux de notre politique pénale pour que le gouvernement puisse restaurer les conditions de son efficacité. Efficacité de l'action de la police et de la gendarmerie aussi. La politique du chiffre a détourné les forces de sécurité d'une action menée en profondeur.
L'ordre public se construit pourtant dans la durée. Il n'est pas compatible avec la culture de l'instant. Il est résultat d'un travail patient et déterminé, le fruit de l'engagement quotidien des hommes et des femmes qui, dans la police, dans la gendarmerie, ont ma confiance et celle de tous les gouvernements et qui concourent chaque jour et chaque nuit à la sécurité des Français. Des travaux conjoints entre le ministère de la Justice et de l'Intérieur ont commencé, qui déboucheront sur de nouvelles instructions communes. Dans la lutte contre toutes les formes de délinquance, des incivilités au trafic et aux bandes, rien ne sera toléré, mais tout sera engagé de la prévention à la répression. Et là, nous inverserons la baisse des effectifs dans les services publics, de la police, de la gendarmerie et de la justice, avec la création chaque année de 1000 postes supplémentaires. Et nous créerons des zones de sécurité prioritaires au plus près des réalités du terrain. Mais nous devons également restaurer la confiance dans la justice. Cela passe par la réaffirmation de son indépendance, un principe fondamental sur lequel le gouvernement ne transigera pas. Elle sera garantie par la réforme du Conseil supérieur de la magistrature qui sera soumis au Parlement en 2013. Et je redis là aussi ma confiance aux magistrats et les fonctionnaires de justice. Une circulaire abolissant définitivement les instructions individuelles au parquet sera signée avant la fin du mois. Mesdames, Messieurs les députés, au cœur du pacte républicain, il y a la solidarité, qui est une valeur forte. L'État en est le garant. La conférence sociale ouvrira une concertation sur les retraites afin d'assurer la pérennité de notre système par répartition, de notre système de solidarité, en tenant compte, bien sûr, de l'espérance de vie, mais aussi de la pénibilité du travail accompli, ce qui malheureusement avait été oublié. Et sans attendre, le gouvernement a pris une mesure de justice sociale, la possibilité de prendre sa retraite à 60 ans et à taux plein pour celles et ceux qui ont commencé à travailler très jeunes et qui ont acquis les annuités nécessaires. Et c'est au nom du même principe de justice et de solidarité que nous avons augmenté l'allocation de 25%, l'allocation de rentrée scolaire pour les familles et les enfants les plus modestes. Notre système de santé est aujourd'hui mis à mal par l'augmentation des restes à charge qui pèsent sur les Français les plus modestes, par les inégalités de santé, mais aussi les déserts médicaux et les dépassements d'honoraires qui privent d'accès aux soins une partie de la population, et ce qui n'est pas acceptable et que les Français ne veulent plus voir. Et alors, bien sûr, il y a les déficits, mais il faut aussi s'adapter aux grands enjeux de santé publique. Je pense au vieillissement de la population, aux maladies chroniques, aux addictions. C'est tout un système de santé qu'il faut reconstruire. Cette réforme s'inscrira dans une stratégie nationale de santé favorisant une bonne répartition et aussi un bon parcours de soins qui aujourd'hui ne mobilise pas assez l'ensemble des professionnels de santé, mais qui doit, au-delà des soins de premier recours, reconnaître et soutenir l'hôpital et en particulier l'hôpital public. Pour nos concitoyens les plus fragiles, ils doivent avoir leur place dans la société eux aussi. Je pense aux personnes en situation de handicap, l'accès aux bâtiments, au transport, à l'emploi, mais aussi à l'école. Eh bien, dès la rentrée 2012, le recrutement de 1500 auxiliaires de vie scolaire individuels sera engagé. Et pour les personnes âgées dépendantes, c'est une question de dignité et d'humanité. C'était une promesse de l'ancien gouvernement qui n'a pas été tenue. Eh bien, une réforme juste et solidaire de la prise en charge des personnes âgées privées d'autonomie sera engagée.
Et je n'oublie pas non plus ceux de nos concitoyens, et je rappelle ce chiffre, 1 famille sur 7 qui vivent dans une grande précarité. Un plan de lutte contre la grande pauvreté sera engagé sans retard et j'organiserai à l'automne, avec les associations, les collectivités locales, les organismes de protection sociale qui sont au cœur de la lutte contre la pauvreté. Non, mesdames et messieurs de l'opposition, non pas pour parler, mais trouver ensemble les solutions que les Français attendent. Notre société évolue, les modes de vie et les mentalités changent aussi, des aspirations nouvelles s'affirment. Eh bien, le gouvernement y répondra au nom du principe d'égalité. Au premier semestre 2013, le droit au mariage et à l'adoption sera ouvert à tous les couples sans discrimination. De même, le temps est venu de donner à l'égalité entre les femmes et les hommes la force de l'évidence. Ça vaut sur l'espace public, l'égalité entre les hommes et les femmes qui sera garantie. Mais ça vaut ici à l'Assemblée nationale, au Parlement tout entier, où c'est vrai, je salue l'augmentation très importante du nombre de femmes députées, 27%, et particulièrement ici, je vous en félicite. C'est un progrès, mais nous sommes loin de la parité. La réforme à venir des règles de financement pourrait contribuer efficacement à atteindre ces objectifs. Mais c'est d'abord au sein de l'entreprise que nous voulons bousculer ces conservatismes, ces inégalités choquantes. Ce sera débattu au sein de la conférence sociale. Mais le gouvernement n'attendra pas une nouvelle loi. Il fixera un calendrier pour que l'égalité salariale entre les hommes et les femmes, ce combat soit mené avec détermination, avec des résultats. Mesdames, Messieurs les députés, la France est une terre d'immigration, mais aussi d'intégration. Et sur ce sujet, trop de passion divise nos compatriotes. J'entends faire prévaloir une approche sobre et digne de ce débat, dans un esprit de responsabilité et avec le souci constant du respect des valeurs de la République. Dans chaque pays démocratique, il y a des règles relatives au droit d'entrée et de séjour des étrangers. L'immigration économique fera chaque année l'objet d'un débat au Parlement. La lutte contre l'immigration irrégulière et les filières de travail clandestin sera menée avec fermeté. Des régularisations pourront être accordées après un examen individuel en fonction de critères précis, objectifs et qui seront appliqués uniformément sur l'ensemble du territoire et le droit s'appliquera pour les reconduites à la frontière. Mais aucun enfant, aucune famille ne sera placée en centre de rétention. Le droit d'asile est un droit sacré, mais il ne doit pas être détourné. Les demandeurs d'asile doivent recevoir une réponse et pas en attendant des mois. Eh bien, la réforme que nous avons déjà commencée préparera de raccourcir très fortement les délais de réponse. Les étudiants étrangers qui avaient fait tant polémique et qui avaient donné une image déplorable de la France, eh bien, la circulaire du 31 mai a répondu à l'attente de beaucoup de nos concitoyens. Et pour les étrangers qui vivent en situation régulière sur notre sol, les titres de séjour seront sécurisés. Et quant aux étrangers qui aspirent à vivre durablement dans notre pays, ils doivent accepter les droits et les devoirs qui lui sont associés. Ils doivent aussi prendre leur part de l'effort d'intégration, mais ils doivent pouvoir aussi accéder à la nationalité française lorsqu'après plusieurs années sur notre territoire, ils manifestent solennellement leur désir d'être français à part entière et qu'ils respectent scrupuleusement nos valeurs et notamment celle de la laïcité, eh bien la procédure de naturalisation ainsi que des critères clairs seront redéfinis pour rendre cet accès possible et digne. Il ne peut pas y avoir de redressement non plus
sans ambition culturelle. La création et la diffusion sur tout le territoire, en lien avec les collectivités locales, sera encouragée. Et je proposerai au Parlement une loi d'orientation en 2013 sur la création et le spectacle vivant. De même qu'en septembre seront présentées les orientations d'un grand plan d'éducation artistique et culturelle, commun bien sûr aux deux ministères de l'Éducation et de la Culture. Quant à l'exception culturelle française, un acte 2 sera engagé et réalisé, qui conciliera la défense des droits des créateurs et un accès aux œuvres par Internet, facilité et sécurité. Elle débouchera sur un nouveau cadre, puisqu'une mission a été confiée au premier semestre 2013. Et puis, face aux grands enjeux du monde internationaux, la France jouera pleinement son rôle et tiendra le langage que le monde a appris à aimer d'elle. Mesdames, Messieurs les députés, la France n'est écoutée et respectée que quand elle est fidèle à elle-même. Respect des droits de l'homme, justice, solidarité à l'égard des pays en développement, force de notre conviction européenne, soutien à ceux qui luttent pour la démocratie partout dans le monde. Telles sont les pierres angulaires de notre politique étrangère. Et dans les pays de la rive sud de la Méditerranée, nous accompagnerons, et la position de notre gouvernement est connue et appréciée, les peuples dans leur cheminement difficile, mais réel et nécessaire, vers l'aspiration démocratique. Quant à la Syrie, il est temps de mettre fin à la spirale de répression en mobilisant la communauté internationale en faveur d'une transition politique qui passe, et c'est la position de la France, par le départ de Bachar al-Assad, et la France y prend toute sa part, et notamment cette semaine avec la conférence de l'opposition le 6 juillet prochain. En Afrique, la construction d'États démocratiques a tout notre soutien. Une rupture avec les dérives de la France-Afrique est attendue par un continent tout entier dont les perspectives de croissance sont porteuses d'espoir. Nous nous attacherons à développer avec les pays qui le souhaitent un partenariat d'égal à égal reposant sur la bonne gouvernance, le développement et la mobilisation de toutes les énergies. Mesdames, Messieurs les députés, comme moi, vous avez été profondément marqués par ces images de ces dernières heures. La destruction de plusieurs mausolées à Tombouctou rappelle que nous sommes confrontés aux forces les plus obscurantistes qui sont encore à l'œuvre, qui n'ont pas disparu. Eh bien, notre détermination sera totale pour empêcher les groupes comme AQMI de constituer au nord Mali des bastions du terrorisme international qui menacent la paix et la prospérité de l'ensemble de la région comme notre propre sécurité. Nous sommes également déterminés à empêcher la fuite en avant du programme nucléaire iranien par la fermeté et donc par des sanctions tout en préservant la voie du dialogue. Et en matière de défense, le gouvernement mettra en œuvre les engagements du président de la République approuvés par les Français, chef des armées. Le retrait d'Afghanistan des forces françaises combattantes sera effectif à la fin de cette année. Alors, pour préparer l'avenir, un livre blanc de la défense et de la sécurité nationale sera élaboré pour la fin de cette année et présenté à votre Assemblée dès l'année 2013, au début, avec une loi de programmation militaire qui suivra. Les choix qui s'imposeront se feront dans la transparence et la cohérence, dans le cadre d'un grand débat ouvert et démocratique, d'abord qui associera la représentation nationale
Mais ces choix ont un objectif, une priorité. C'est assurer les conditions de notre indépendance, notre force de dissuasion, garantie essentielle de notre sécurité, sera maintenue. Et nous nous engagerons résolument en faveur de l'Europe de la défense qui doit prendre une nouvelle dimension. Quant au retour dans le commandement intégré de l'OTAN, c'est vrai, fidèle à nos alliances, mais il fera l'évaluation des conditions dans lesquelles il s'est réalisé. Mesdames, Messieurs les députés, de la majorité comme de l'opposition, je voudrais saluer devant vous les femmes et les hommes, militaires et civils, engagés dans la défense de notre pays. Ma compassion et ma solidarité va à nos soldats morts ou blessés en opération, aux 87 soldats morts pour la France en Afghanistan, aux familles des soldats tués, aux blessés qui restent meurtris dans leur chair. Je veux dire ici, au nom de la nation tout entière, comme l'a fait le président de la République aux Invalides il y a quelques jours, que nous avons le devoir de les accompagner et que nous ne les oublierons pas. Mesdames, allez. Mesdames et Messieurs les députés, tout au long de mon intervention, j'ai pensé à ces femmes et à ces hommes que j'ai rencontrés ces dernières semaines, dans le train ou dans les rues, à travers toutes les régions de France. J'ai souvent lu dans leurs yeux autant d'espoir que d'inquiétude, crainte d'être appelés à de nouveaux sacrifices, alors qu'ils ont le sentiment d'avoir déjà produit tant d'efforts, crainte que le destin de la France ne se joue plus déjà sur notre sol, crainte que derrière les promesses se préparent de nouvelles désillusions. Chaque fois, j'ai pris un engagement devant eux. Et c'est cet engagement que je veux renouveler devant vous. La situation de notre pays, comme celle de l'Europe, oui, est préoccupante. Le redressement prendra du temps. Ce sera difficile, mais nous réussirons, Mesdames, Messieurs les députés. Oui, j'ai confiance. J'ai confiance dans nos atouts. J'ai confiance dans ce que nous sommes. Le gouvernement travaillera sous mon autorité et ma responsabilité, dans la transparence et la clarté. Rien ne sera caché des difficultés auxquelles nous serons confrontés. Nous n'éluderons pas les problèmes. Nous les affronterons l'un après l'autre et nous mettrons tout en œuvre pour que la démocratie trouve sa pleine souveraineté vis-à-vis des marchés financiers. Nous ferons en sorte que chaque décision soit en prise du sceau de la justice. Alors des obstacles se dresseront sur notre route. Et de bonnes âmes nous inviteront au renoncement. D'autres nous inciteront à la résignation. Alors, c'est vers vous que je me tournerai et c'est sur votre force que je m'appuierai, Mesdames et Messieurs les députés de la majorité.
La France est un vieux pays, d'un vieux continent, mais c'est aussi un pays neuf, un pays moderne, à la créativité intacte. Il y a tant d'énergie qui ne demande qu'à être libérée, tant de talents dans nos villes, dans nos campagnes, dans nos quartiers, dans nos banlieues, tant d'idées qui attendent de s'exprimer. Voilà ce qui me rend confiant. Oui, mesdames et messieurs les députés, nous avons reçu la France en héritage. Nous sommes fiers de son modèle qui porte le si beau nom de République. Sur le fronton de nos écoles et de nos mairies sont inscrites nos valeurs. Elles ont permis à des femmes et à des hommes de toutes origines, de toutes conditions, de toute religion, de toute philosophie, de vivre ensemble comme nulle part ailleurs au monde. Et elles ont permis d'élever des générations à une vie meilleure. La France, c'est plus qu'une histoire. Elle est une idée de la condition humaine. C'est une dimension qu'aucun marché ne prendra jamais en compte. Ce sont ces valeurs qui ne sont pas cotées, mais qui, nous, n'ont pas de prix. Aucune agence ne notera jamais notre rêve, le rêve français, parce qu'il ne relève que de votre confiance et qu'il relève que de la confiance des Françaises et des Français. Aussi, mesdames, messieurs les députés, j'ai l'honneur, en application du premier alinéa de l'article 49 de notre Constitution, d'engager la responsabilité du gouvernement sur la présente déclaration de politique générale.